Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vision. Il compte parmi la nouvelle génération d'opposants politiques les plus affirmés, mais aussi les plus pondérés. Son action, il la mène sur le terrain, au sein du mouvement citoyen depuis le 22 février, avec le Hirak, mais pas que. Aussi à travers des mouvements antérieurs, certes moins populaires, où il a dit non aux dérives du pouvoir, notamment celle d'un 5e mandat du président déchu. Il a ainsi été consulté parmi les personnalités politiques du pays par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour enrichir le débat sur le projet de révision de la Constitution. Ce soir, nous recevons M. Sofiane Djilali, président de Jil Jadid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, je vous remercie et je suis content d'être dans les locaux de Canal Algérie, puisque c'est une institution publique et qui aurait dû depuis très longtemps être ouverte aux diverses opinions, à l'opposition, comme à tous ceux qui veulent contribuer pour faire évoluer notre pays, le faire changer. Donc j'espère que ce sont les premiers pas d'une vraie ouverture qui se profile à l'horizon. Voilà qui est dit. Alors on dit de vous que vous avez gagné vos galons d'opposants grâce à vos prises de position, notamment donc contre l'ancien régime. Est-ce que cette définition de vous-même vous convient ? Ben, écoutez, un parti politique doit avoir une personnalité qui soit perçue par l'opinion publique, non seulement sur sa base doctrinaire ou son projet de société, son programme, mais aussi sur des positions politiques. Et il est évident que depuis la création de Jil Jadid en 2012, Jil Jadid a toujours refusé absolument la démarche qui était celle de l'ancien régime, qui était une démarche artificielle, qui voulait créer une scène politique artificielle, donner des quotas dans les institutions et essayer de maintenir le régime tel qu'il était ad vitam aeternam. C'était une politique que nous avions refusée, nous l'avions clamée haut et fort. Bien sûr, il y a eu des conséquences sur ces positions-là, mais nous les avions assumées totalement et nous sommes tout à fait convaincus que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Pourquoi vous avez créé votre parti à ce moment-là, justement, 2011-2012 hein? Absolument, on avait lancé l'idée dès début 2011. Le congrès constitutif s'était déroulé le 3 mars 2012. À ce moment-là, rappelez-vous, le contexte général était au printemps arabe et donc il y avait des changements un peu partout. Vous y avez cru, en Algérie? On n'a pas cru au printemps arabe en tant que tel, mais il était évident qu'il y avait là une brèche à l'intérieur de ce pouvoir qui était absolument fermé, qui avait posé une chape de plomb sur le pays et qui estimait que l'Algérie lui appartenait. À partir du moment où le pouvoir a été, disons, déstabilisé, on avait estimé qu'il était peut-être possible de lancer quelque chose et de préparer à long terme. D'ailleurs, dès le début, nous avons conçu la stratégie du parti sur le long terme et jamais sur le court terme. Alors, nous assistons aujourd'hui à des procès d'anciennes figures du régime, ainsi que des hommes d'affaires corrompus qui ont dilapidé les avoirs du pays. Quel est, selon vous, l'impact de ces procédures judiciaires sur le peuple aujourd'hui, qui les voit à travers leur télévision ou carrément qui peuvent y assister, et aussi l'impact sur l'avenir, tout simplement? Vous avez absolument raison de commencer par ce point qui est très important et je crois que c'est un point d'achoppement aussi dans l'évaluation et l'analyse du Hirak. Vous savez, sur la scène politique, certains pensent que rien n'a changé, que nous sommes dans la continuité du 5e mandat, que c'est juste un changement de personne. Ce n'est pas du tout notre analyse où on a dit que le régime Bouteflika s'est effondré et que nous nous sommes retrouvés simplement maintenant avec ce qui constitue la quintessence de l'État algérien et qui, durant pratiquement une année, jusqu'au 12 décembre, et cette période-là a été gérée pratiquement par l'institution militaire qui était restée la seule institution encore fonctionnelle. À partir de ce moment-là, il fallait tirer des conclusions. Est-ce qu'on allait changer de régime ou pas? Est-ce qu'on est en voie de changement ou pas? Et l'un des éléments tangibles qui, nous, en tout cas, a fait qu'on pense qu'il y a eu un début de changement significatif, c'est ces jugements de personnalités qui ont fait
toute la symbolique du régime Bouteflika, qui ont duré depuis 20 ans pratiquement. Et juger aujourd'hui des premiers ministres, des ministres en dizaines, ce n'est pas un ou deux boucs émissaires, ce sont des dizaines, plus toute la noria d'hommes d'affaires qui étaient totalement impliqués dans des affaires scandaleuses et scabreuses. Tout cela donne le là. Il démontre qu'il y a peut-être pas un changement à 100%, et ça aurait été difficile de l'exiger très rapidement, mais en tout cas que le pays est engagé très fortement dans un changement de régime. On pourra en parler plus largement. Donc oui, l'opinion publique, l'opinion internationale, je pense, sont sensibles. Et s'il n'y avait pas eu ces procès-là, je crois que personne n'aurait accepté ou compris que le pouvoir d'aujourd'hui soit là. Donc c'était une étape charnière pour entamer une nouvelle ère aujourd'hui en Algérie. Absolument. Quelle que soit l'issue de ces procès, j'imagine bien qu'on ne peut pas juger à l'avance tout le monde, mais que les dossiers soient là, qu'ils soient ouverts, que les Algériens prennent conscience et connaissance de l'ampleur de la prédation qui est absolument inimaginable et abominable à la fois. Je pense que c'est très bon, c'est un effet d'exorcisme, j'allais dire. Le régime Bouteflika a été un régime absolument odieux et aujourd'hui, il faut qu'on en sorte. Maintenant, comment en sortir? C'est plus compliqué, c'est plus difficile. Il y a ceux qui sont impatients, qui veulent voir que d'un seul coup, tout s'en va, tout s'effondre. Pour nous, c'est dangereux d'aller sur cette voie-là parce qu'on voit très bien, lorsque les structures, une entité étatique est détruite, il est exceptionnellement difficile de reconstruire quelque chose qui soit viable et stable. Donc, oui au changement, mais un changement qui soit maîtrisable et qui se fasse aussi par étapes. Je pense qu'on est dans ce processus-là, mais c'est un processus difficile. Si la tête de cette pieuvre mafieuse a été coupée, il en reste beaucoup de tentacules. Il faut les désamorcer l'une après l'autre et pousser le pays à changer. Ça signifie aussi qu'il y a des résistances. Il y a des résistances. Nous allons en parler, parce que vous en parlez souvent de ces poches de résistance, j'ai envie de dire. Mais d'abord, par rapport à l'impact sur le peuple, dans le processus de reconstruction, d'abord de la confiance. Est-ce que vous pensez que ces procédures judiciaires et d'autres étapes qui vont suivre plus tard sont importantes aujourd'hui pour reconquérir la confiance du peuple? Je crois que s'il y a une unanimité dans la classe politique, chez les analystes en général, c'est de dire qu'il n'y avait plus aucune confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et il est évident qu'on ne peut pas conduire un pays sans avoir un minimum de confiance, une assise sur laquelle on peut construire un avenir. Or, le pays se trouve à la charnière d'événements historiques très importants, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, les difficultés économiques, la crise financière également mondiale, les problèmes sanitaires, mais surtout la reconstruction maintenant d'un régime politique qui soit crédible, représentatif, où il faut une participation des citoyens. Donc la dimension citoyenne doit prendre toute sa place. Or, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas refaire partir le pays de nouveau. Donc reconstruire la confiance, c'est d'établir un vrai diagnostic, c'est de faire tomber les vraies sanctions sur les vrais responsables de ce qui s'est passé, non pas par esprit de vengeance, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il faut réellement établir les responsabilités, en tirer les véritables conclusions et repartir d'un bon pied. Donc oui, la justice aujourd'hui, son rôle est extrêmement important pour renouer un fil de communication avec la population. Il faut que le pouvoir comprenne qu'il a besoin de médiateurs, qu'il a besoin de gens qui peuvent faire accepter par la population un pas vers l'avant pour ne pas tomber dans des désordres à l'infini. Alors l'impact aussi sur le secteur de la justice plus globalement. Aujourd'hui, on le sait, les hauts responsables de l'État veulent asseoir les conditions et les critères d'un secteur de la justice indépendant, et une justice indépendante. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Pour le moment, le discours officiel est d'aller vers la séparation des pouvoirs et donc conforter l'indépendance de la justice. Mais comme vous le savez, il y a le discours, il y a les actes, et on jugera sur les actes. On attend, je pense, les jours à venir, l'avant-projet de la Constitution, puisque c'est annoncé pour avant le 15. Là, on verra vraiment jusqu'où le pouvoir a l'intention de concéder sur cette voie-là, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut que la justice reprenne sa véritable place dans le fonctionnement de la société, c'est-à-dire être indépendante et ne plus réagir sur la base d'instructions d'où qu'elles viennent. Aujourd'hui, on a un ancien ministre de la Justice en prison. Il y a eu une tentative de changement dans le corps de la justice avec beaucoup de réticences, avec beaucoup de problèmes. De turbulences, oui. Tout le monde, tous les Algériens savent qu'une bonne partie de la corruption a été managée à l'intérieur de la justice. Malheureusement, il y a des juges véreux, il y a des jugements qui sont faits contre non seulement la justice en tant que telle, mais contre les citoyens. Et il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Alors là aussi, il faudra procéder à une sorte d'assainissement un petit peu du secteur. Absolument, il faut qu'il y ait un assainissement très profond. Ça commence d'abord par la Constitution, puis par des règles établies sur une indépendance de la justice, mais bien comprise, où le juge ne répond qu'à sa propre conscience par rapport à une loi établie, par rapport à une loi écrite. C'est le début de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir d'état de droit sans une justice indépendante. Alors la corruption, la lutte contre la corruption généralisée chez nous et donc récupérer les avoirs détournés de notre pays. C'était une promesse du candidat Tebboune avant son élection en tant que président de la République. Il vous en a parlé lors de votre entrevue, vous l'avez dit dans divers articles de presse. Que vous a-t-il dit très concrètement sur cela? Aujourd'hui, cette donnée s'impose d'elle-même. Écoutez, pour que l'Algérie reprenne toute sa souveraineté et toute sa place telle qu'elle la mérite, il faut qu'elle mette des règles qui soient respectées par tous, et y compris par nos partenaires. Il n'est pas normal que des pays qui aient bénéficié chez eux de la manne qui a été détournée ici et déposée dans leurs banques et qui se cachent derrière les règles bureaucratiques pour refuser de remettre cet argent-là au pays. En réalité, c'est un recel. Alors c'est la diplomatie qui va jouer son rôle. Il faut que la diplomatie prenne le relais dans ce dossier. J'ai compris que le président de la République était décidé à aller jusqu'au bout de sa promesse, qu'il allait tout faire pour récupérer ses biens. J'ose croire et j'ose espérer que les partenaires internationaux, en tout cas les États, les gouvernements, mettent de l'ordre aussi dans leur circuit financier pour que l'argent qui est détenu très probablement par des lobbies, par des banques, par des circuits, que cet argent-là soit remis au peuple algérien parce que c'est un argent qui appartient aux Algériens. C'est compliqué, c'est difficile. Mais il y a la détermination, en tout cas, du président de la République. Il faut qu'il y ait cette détermination. Vous l'avez senti en lui parlant? Et il l'a réitéré avec foi. Il dit qu'il mettra en œuvre toutes les mesures pour cela. Je ne sais pas quelles mesures. Lui-même, je pense, ne veut pas dévoiler l'ensemble de l'arsenal politique, diplomatique et juridique dont il peut disposer. Peut-être qu'on le verra, mais en tout cas, j'ai bien compris qu'il y avait une détermination politique. La lutte contre la corruption, on en parle encore, puisqu'elle prend tout son sens dans un contexte économique morose dans le monde, mais aussi particulièrement chez nous, avec un baril de pétrole qui est sous la barre des $50 et le ministre de l'énergie qui a qualifié la situation du marché pétrolier d'extrêmement grave, notamment pour les pays comme nous. Votre commentaire là-dessus? Écoutez, comment barrer aujourd'hui la route à la corruption définitivement? Alors, deux problèmes à la fois ici. En fait, le rapport des hydrocarbures par rapport à l'économie algérienne, et ça c'est extrêmement... La dépendance. Cette dépendance-là est extrêmement grave pour nous, et là il y a peut-être quelque chose à dire. Maintenant, en ce qui concerne la corruption, oui, il est de notoriété publique, par exemple,
que la valeur des importations algériennes est très largement surévaluée par le problème des surfacturations. Ces surfacturations viennent de deux sources principales, essentielles. Il y a d'abord comment faire fuir les capitaux échangés dans le marché officiel, c'est-à-dire ce que vaut le dinar par rapport à l'euro ou au dollar dans la banque, et où beaucoup de manias, beaucoup d'hommes d'affaires ont ainsi transféré des capitaux énormes vers l'étranger en faisant surfacturer les importations, que ce soit dans l'automobile ou dans d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est un élément essentiel. Deuxième source de surfacturation et de ces problèmes financiers, c'est que nous vivons sur un double taux du dinar. Vous avez ceux qui accèdent au dinar ou à la devise sur la base d'un taux officiel du dinar, mais vous avez toute cette partie des importateurs, des citoyens, des simples citoyens qui ont besoin d'argent pour acheter médicaments ou pour voyager, etc. Et qui, eux, vont aller se ressourcer au niveau de l'argent au square et au taux parallèle. Il faut arriver à terme à créer un seul taux unique de la devise et donc du taux du dinar. Ça peut se faire sur 5 ans, mais il faut régler ce problème parce que beaucoup d'importateurs, pour éviter les surcoûts de douane et TVA, vont faire en sorte de surfacturer par le biais du dinar officiel et récupérer de l'argent par le biais de la devise sur le marché parallèle. Donc ce sont des problèmes structuraux de fonctionnement de la monnaie algérienne qu'il va falloir régler, et à moyen terme, ça ne peut pas se régler immédiatement. Or, aujourd'hui, la fonte des réserves en devises, la baisse drastique des prix du pétrole, et surtout avec la crise terrible qui nous attend, on en est juste au début de la crise sanitaire avec le coronavirus qui impacte aussi les marchés pétroliers. Tout cela ne va pas faciliter la tâche au gouvernement actuel. Je pense que... Justement, comment vous voyez l'application du programme du gouvernement, le plan d'action du gouvernement, avec un contexte pareil, un contexte économique pareil? C'est un programme qui est fragilisé. Je pense que le programme qui a été annoncé est un programme dont la durée de validité est d'1 année à peu près, parce qu'il faut remettre de l'ordre un peu dans le pays. Le pays a été à un moment comme une maison louée à un locataire et qui, avant de sortir, a tout détruit à l'intérieur. Donc il faut tout refaire. L'État algérien est dans un état de délabrement avancé. Le jour où j'ai eu cet entretien avec le président de la République, j'ai eu l'occasion, en rentrant à la présidence, de discuter avec certains fonctionnaires et j'ai vu l'état de délabrement de cette institution, ce qui est quelque chose d'absolument déplorable. On sent non seulement les institutions en tant qu'institutions politiques avaient perdu leur autorité, avaient perdu leur brillance, leur aura, mais également même dans les murs, ce qui est quand même incroyable. Donc remettre toute cette machine-là en route est très compliqué. Vous savez très bien que petit à petit, tous les hauts fonctionnaires, tous ceux qui font le quotidien du pays avaient peur, ont commencé à vivre à la marge, j'allais dire, attendre les décisions. D'ailleurs, il faut que je dise un mot là-dessus. Il faut qu'on aille vers la protection des hauts fonctionnaires. Justement, j'allais vous parler de vos principales propositions que vous avez formulées au président de la République lorsque vous l'avez rencontré le 14 janvier, n'est-ce pas? Absolument. Écoutez, il y a eu des propositions générales, des propositions sur la Constitution, mais puisque je suis sur ce point-là, je vais juste dire un mot. Il y a aujourd'hui énormément de fonctionnaires, de directeurs centraux, de ministères, des wilayas, etc., qui se retrouvent maintenant avec des dossiers en justice parce qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Très souvent, malheureusement pour eux, ils ont dû appliquer des directives et des instructions, parfois au téléphone. Or, ces fonctionnaires n'étaient pas protégés, c'est-à-dire ils appliquaient les directives ou alors ils étaient expulsés ou exclus, ils se retrouvaient au chômage.
Et malheureusement, certains ont cédé à ces injonctions-là et se retrouvent aujourd'hui face à la justice. Alors, il faut qu'il y ait des lois qui protègent les hauts fonctionnaires de la République pour qu'un ministre véreux ne peut plus les déloger de cette façon-là. C'était sur un coup de fil, tu appliques ou tu dégages. Et ça, ce n'est pas admissible. Il faut qu'on protège notre haute administration et il faut que cette haute administration soit contrôlée, surveillée, qu'elle soit composée d'hommes intègres, d'hommes dynamiques, d'hommes et de femmes, bien entendu. Mais il faut les protéger contre les dérives et les dérapages d'un système tel qu'on l'a vécu. Alors, maintenant, pour les autres propositions, en ce qui concerne la Constitution, il était extrêmement important, et je l'ai dit, il faut d'abord autonomiser la justice, on en a parlé tout à l'heure, c'est le premier pas pour construire un état de droit et une démocratie. Il faut maintenant donner les moyens au Parlement, donc rééquilibrer les pouvoirs, diminuer les pouvoirs d'un président de la République et surtout équilibrer entre l'exécutif et le législatif, donner une plus grande surface d'action pour un chef du gouvernement et non plus un Premier ministre coordinateur, un chef du gouvernement. Pour vous, l'équilibre du pouvoir, c'est un peu le maître mot qui devrait dominer dans un texte fondamental comme la Constitution. Là aussi, il y a des débats. Certains pensent par exemple à un régime parlementaire. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'un régime parlementaire convienne à l'Algérie pour des raisons très simples. Le régime parlementaire est né dans les royaumes, dans les royautés. En Europe, contrairement à ce que pensent les gens, la majorité des pays sont encore des royaumes. Vous allez en Angleterre, en Belgique, au Danemark, en Suède. Ce sont des régimes parlementaires. Ce sont des régimes parlementaires parce qu'il ne peut pas y avoir de président, il y a un roi ou une reine. Et donc forcément, la démocratie s'est exprimée à travers un régime parlementaire. Le peu de régimes parlementaires qu'il y a en Europe, c'est le cas de l'Italie. Ils sont réputés pour être dans une instabilité chronique. Entre la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 70, ils avaient en moyenne un gouvernement tous les 6 mois. Ouais. Mais ce sont des États stabilisés qui ont une administration forte, des entreprises puissantes qui peuvent fonctionner. Mais dans les pays arabes, prenons 2 exemples. Un tout récent, c'est la Tunisie, qui, par une constituante, est arrivé à mettre en place un régime parlementaire. Mais voyez dans quelles difficultés il se retrouve maintenant. Ou alors on prend l'autre exemple qui est le Liban et qui lui aussi est en très grave difficulté. Politique toujours. Politique et économique et financière, puisqu'il se retrouve face à des difficultés. On pourrait très probablement en prendre connaissance les jours qui viennent, mais dans une situation extrêmement grave. Donc, juste pour clore sur ce chapitre, il ne faut pas que les gens pensent que la démocratie, c'est que tout le monde fait ce qu'il a envie. Ça, c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est de parler de choses sérieuses, de s'écouter, de s'échanger les idées et de trouver la meilleure façon de faire fonctionner un pays. Alors, moi, j'ai vu ceux qui défendent le parlementarisme, ils étaient heureux de dire qu'en Tunisie, les gouvernements sont refusés par le Parlement. Ils ont le sentiment que le Parlement a le pouvoir et pas le président. Oui. Mais est-ce que c'est un but en soi que de bloquer un pays? Je ne pense pas que ça soit très intelligent comme réaction. Vous dites tout de même qu'un contre-pouvoir et un Parlement fort doté donc de commissions d'audit et de contrôle de la gestion, notamment des ministres et du gouvernement en général, c'est une proposition que vous avez formulée. Alors, 2 points pour finaliser un peu, au moins très brièvement, les propositions. D'abord, que les députés aient un pouvoir de contrôle très sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent convoquer un ministre et l'interroger et l'auditionner sur son comportement, sur les décisions qu'il prend. Parce que jusqu'à présent, les députés ont le droit de poser des questions orales ou écrites, et puis le ministre, au bout d'une semaine ou un mois, il vient, il va lire une réponse et il s'en va. Non, il faut que ça soit beaucoup plus sérieux. Je l'ai dit au président de la République, il m'a répondu, spontanément d'ailleurs, il m'a dit je suis d'accord pour que les ministres soient auditionnés dans une commission mixte, par exemple, si les 2 chambres sont là, et sous les... publiquement sous les caméras. Donc ça serait excellent que les ministres se présentent et qu'on les questionne, parce qu'il n'est inadmissible de voir des ministres qui se sont arrogés le droit d'utiliser les moyens publics à des fins personnelles,
pour eux, pour leur entourage, etc. Deuxième point, je finirai avec ça, et c'est très important. Vous savez que l'une des demandes de la rue est qu'il y ait une séparation claire entre un pouvoir militaire et un pouvoir civil. Et là, je l'ai dit et écrit, il faut clairement dans cette constitution mettre une cloison étanche entre ce qui est un gouvernement civil et ce qui relève de la dimension sécuritaire. Il est évident que l'Algérie, comme tous les autres pays, y compris les plus grandes démocraties dans le monde, a besoin d'une sécurité forte pour le pays, parce qu'il ne s'agit pas de détricoter le système immunitaire d'un pays. Donc, particulièrement avec le contexte géostratégique, géopolitique actuel. Mais on le voit, à nos frontières, notamment. Quand on prend par exemple les États-Unis, qui sont pour beaucoup un exemple de démocratie, il faut savoir qu'à eux seuls ont l'équivalent de ce que dépense militairement l'ensemble du reste de la planète. Oui. Hein, dans les 800 milliards de dollars an pour entretenir leur armée, et plus que ça, après les attentats du World Trade Center en 2001, il y a eu le Patriot Act qui a gelé une partie de la Constitution sur les libertés publiques parce qu'il y avait une raison sécuritaire. Oui. Donc pour nous, il ne faut pas tomber ni d'un côté ni de l'autre. Nous avons vécu à un moment où l'armée s'est mise au-devant des institutions. Mais il faut rentrer maintenant dans un... Par la force des choses. Par la force des choses. Mais il faut maintenant rentrer dans un cycle qui soit, comment dire, normalisé, c'est-à-dire un gouvernement absolument civil, mais un Haut Conseil de sécurité qui peut, étant consulté par le président de la République, donner ses avis sur autant la gestion de ces services de sécurité en général, l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Justement, on voit la reprise aujourd'hui. Mais aussi la dimension sécuritaire. On voit la reprise aujourd'hui. On voit la reprise aujourd'hui de ce Haut Conseil de sécurité. Absolument. Que la plupart des Algériens ne connaissent pas forcément, qu'on n'avait peut-être jamais vu pour certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le message? C'est important. Moi j'ai eu l'occasion de l'écrire ces derniers mois et vous aviez fait gentiment référence à mes écrits. Oui, un Haut Conseil de sécurité, c'est une institution dans laquelle se discutent des problèmes sécuritaires dans le pays. Prenons un exemple très récemment, à cause du coronavirus, il y a eu cette réunion du Haut Conseil de sécurité. Oui. Là, est-ce que c'est j'allais dire, une intervention, une transgression sur le domaine civil? Non, puisque dans tous les pays du monde, il y a eu des mesures extrêmement fortes qui sont prises avec l'aide de la logistique militaire. Vous avez besoin des rideaux sanitaires. Oui. On a besoin, par exemple, de mise à disposition d'hôpitaux. S'il y a une épidémie importante, il faut qu'il y ait des hôpitaux mobiles. Et ça, ce sont des moyens de l'armée. Mais un ministre de la Santé qui doit avoir un plan d'urgence à gérer, il ne peut pas, avec les moyens disponibles actuellement dans le domaine civil, seul faire face à des situations aussi qui peuvent être d'urgence. Donc si on devait ouvrir une parenthèse sur la gestion de l'épidémie mondiale du coronavirus ici chez nous, c'est un test aussi, notamment pour notre système de santé. Vous diriez quoi, en 2 mots? Écoutez, cette épidémie est venue trop tôt pour nous. Il est évident que le système de santé algérien est dans un état de délabrement avancé et j'ai bien peur qu'avec toute la plus grande des volontés, il est difficile de faire face de manière très assurée dans des situations aussi complexes. Donc là, on a besoin vraiment de mobiliser les moyens du pays. Mais un autre exemple où la dimension sécuritaire d'un pays, c'est vraiment la sécurité nationale qui intervient. Par exemple, la sécurité alimentaire. Vous savez, si on devait rentrer dans un conflit régional, il y a des conflits à nos portes, en Libye, au Sahel, etc. Oui. Imaginez qu'il y ait un blocus du port d'Alger. Au bout de 15 jours, on n'a plus de quoi manger, de quoi nourrir la population. 70% de notre blé est importé. Ce n'est pas acceptable. Et donc ça, ce sont des programmes et des stratégies qui relèvent aussi de la sécurité nationale. Et ça se prend où, ces décisions? Ça doit se prendre dans des institutions. Mais à la fois, dire il ne peut plus maintenant y avoir un militaire en tenue qui soit membre du gouvernement. Ça, ce n'est plus acceptable. Donc, séparer franchement
les fonctions entre ce qui est civil et qui relève du politique, et parce que le ministre doit être d'abord un homme politique, parce qu'il doit être formé, il doit savoir communiquer, il doit savoir prendre les décisions quand il le faut, et c'est là où il y a cette dualité entre technocrate et politique. Un technocrate, en fin de compte, est un homme qui connaît très bien son sujet, mais qui n'a pas forcément les moyens de faire face à une gestion politique d'une situation. Donc, créons la capacité d'avoir une élite politique, ça vient par les partis politiques, on peut en parler comment le faire, et laissons un gouvernement civil géré par des politiques, et l'aspect sécuritaire doit intervenir dans des institutions de collaboration au plus haut niveau. Alors, libération des détenus, ouverture des médias publics, la lutte contre la censure par rapport à certains sites électroniques notamment, ou d'autres plateformes médiatiques, la liberté d'expression, la sécurité. Tout cela, vous en avez aussi parlé avec le président de la République. Depuis votre rencontre, est-ce que vous avez vu des sentiers sur lesquels... Quel est le sentier sur lequel nous nous acheminons ? Nous allons vers quoi? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux promesses qui ont été faites notamment? Globalement, ce qu'avait annoncé le président de la République publiquement, ce qu'il m'a réitéré aussi lors de notre rencontre, c'est que nous nous dirigeons petit à petit vers ce que globalement l'opposition et plus généralement les Algériens ont demandé, c'est-à-dire construire un état de droit. Maintenant, est-ce que ça se fait au bon rythme ou pas? Je pense qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'obstacles et que ce n'est pas aussi facile. Et reconstruire un système de fonctionnement sur la base de la liberté, sur la base en même temps de l'organisation politique multipartisane, avec toutes les libertés d'expression, c'est compliqué à faire et c'est difficile. On aimerait bien que ça se fasse plus rapidement. J'avoue qu'il y a eu des réponses concrètes par rapport à des engagements que le président m'avait avancés. D'abord, la libération de la majorité, l'écrasante majorité de ceux qui avaient été détenus pour des raisons politiques, d'opinion. Et j'espère que les tout derniers procès vont se régler le plus vite possible et relâcher complètement ces détenus et leur permettre de s'exprimer, de faire de la politique, de créer leur parti quand ils le veulent. Je pense aussi à certains sites qui avaient été bloqués pendant trop longtemps et ce n'est pas normal et c'est inutile de bloquer les sites. Aujourd'hui, l'information circule dans les réseaux. Il faut au contraire donner du crédit à des sites officiels qui donnent la vraie information, même s'il peut y avoir un petit peu dans le commentaire, pas toujours très souple, mais l'essentiel c'est que ce soit des organes d'information importants. Et puis on voit les institutions publiques qui commencent à s'ouvrir, timidement je dois l'avouer, mais je comprends aussi qu'il y a aussi pas mal de choses à revoir là-dedans, ce n'est pas toujours aussi facile. Bon, le temps passé en 2 mois c'est beaucoup et c'est court à la fois. L'essentiel, je pense que la machine est en train d'aller dans le bon sens. Le tournant, ce sera avec la copie de l'avant-projet de constitution. On va le voir. Là, on saura si réellement il y a une volonté d'ouvrir le pays, d'aller vers l'état de droit, d'aller vers la démocratie, ou alors il y a encore beaucoup de réticence, il y a beaucoup d'inertie à l'intérieur du pouvoir. Justement, vous parlez de ces poches de résistance, de ces forces d'inertie qui aimeraient faire barrage au changement globalement. De qui parle-t-on concrètement? Est-ce qu'on parle des résidus de l'ancien système qui auraient beaucoup à y perdre finalement, à aller vers le changement, ou vous parlez de qui? C'est clair, nous sommes dans une nébuleuse. Vous savez, un régime pendant 20 ans qui a construit sa pérennité sur la corruption, parce que c'est ainsi que ça s'est fait. Et il y a eu une décision politique et stratégique de gérer le pays par la corruption. Et la corruption a été encouragée à tous les niveaux. Après 20 ans de fonctionnement de ce type, il est très difficile de délimiter le corps
de la gangrène. C'est un cancer qui s'est infiltré partout. Ce sont des cellules cancéreuses que vous retrouvez dans l'administration centrale, dans les institutions, dans l'institution militaire, la gendarmerie et tous. Il y a des officiers importants qui sont en prison aujourd'hui pour corruption. Et donc c'est très difficile de délimiter jusqu'où cette corruption s'est étendue. On le voit dans le corps de la justice, on en a parlé tout à l'heure, dans les banques, dans les administrations locales. Mais est-ce qu'elle peut être suffisamment paralysante pour aller oui, vers absolument, absolument, parce que vous avez deux grands phénomènes. D'abord, il y a ceux qui détiennent l'argent et qui ne veulent pas que les choses changent et qui vont influencer, qui vont financer, qui vont pousser au pourrissement dans le pays. Il y a ceux qui ont peur parce que d'une manière ou d'une autre, ils estiment qu'à un moment, ils ont failli, même pour peu de choses, hein, mais maintenant que tout le monde se sent dans l'insécurité, personne ne veut s'engager, personne ne veut s'impliquer, personne ne veut prendre des responsabilités. Vous savez, le nombre de postes au niveau de l'administration centrale qui ne sont occupés que par des intérimaires parce que les gens refusent de prendre la responsabilité. Ils ont peur que demain, ils se retrouvent dans la même situation que ceux qui sont aujourd'hui face aux juges. D'où la loi que vous réclamez sur la protection. Absolument, qu'il faut protéger les gens, les protéger de manière à ce qu'ils ne subissent pas comment dire, le chantage. Parce que le problème est là, c'est que lorsque le supérieur fait du chantage à ses subordonnés, donc le fonctionnaire se retrouve devant le choix. Soit il assume ce qu'on lui demande, ou alors il se retrouve dehors. Et ça, c'est compliqué. Donc, bien entendu, il y a des résistances. Et puis après, il y a aussi d'autres résistances. Vous savez, pendant maintenant des générations où les Algériens ont fonctionné selon une mentalité, selon un mode. Il ne faut pas oublier que nous venons quand même du parti unique jusqu'en 89 et que ce parti unique a continué à perpétuer son pouvoir, même à travers une vitrine pseudo-démocratique, mais en réalité, nous avons été toujours gérés par les mêmes centres de décision. Et donc forcément, toute la haute sphère qui dirige le pays est paralysée par la peur des supérieurs qui vont donner des instructions. Il y a encore des réflexes. Et c'est normal, ça s'est installé, c'est le réflexe des ronds de cuir. Les gens attendent l'instruction, ils ne veulent pas prendre d'initiative, ils ne veulent pas s'engager, ils n'ont pas d'audace parce qu'ils ont peur de faire un faux pas. Alors ils se disent, au lieu d'assumer quelque chose et je vais le payer cher, je ne fais rien, j'attends qu'on me donne des instructions. Mais vous savez, ça c'est la meilleure façon de paralyser un pays. Donc il y a d'immenses chantiers qui sont devant nous. Or, ces chantiers-là, je ne sais pas si on va aborder la question, il y a une façon, petit à petit, d'essayer d'aller jusqu'au bout pour les remettre. Allez-y. Je pense que le moment est venu pour l'Algérie de passer à une autre forme de fonctionnement. Il faut qu'il y ait aujourd'hui la formation d'une élite qui se fait dans le multipartisme. Et il faut encourager les vrais partis politiques à se constituer. Parce qu'un parti politique, c'est une école de formation politique, d'abord et avant tout. Et elle permet de réunir les gens sur un certain nombre de courants d'idées. Au lieu d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les activistes qui sont là parce qu'ils ne savent pas comment s'organiser, qui ont des tendances parfois nihilistes parce que tout est mauvais, on tape sur tout, on discrédite tout. Et ça ne construit pas. Le fameux slogan « Itnahaouga » n'est plus vraiment d'actualité, vous l'auriez remarqué dans la rue. Oui, parce que les têtes qui étaient visées ne sont plus là. Il y a le Hirak a passé une phase de maturation, j'ai envie de dire, notamment dans ses slogans, dans ses revendications. Le sentiment est qu'une partie du Hirak n'a pas encore le sentiment d'avoir gagné énormément et qu'on est arrivé au moment où il faut passer à la construction et on n'a plus à déconstruire l'ancien régime. L'ancien régime est tombé, on est face à un vide. Comment va-t-il être rempli ce vide? Il va être rempli de deux manières. D'une part, par les règles de fonctionnement, le contexte général, donc la Constitution, les lois, la mise en place d'institutions, des élections crédibles, etc. Et le deuxième élément, c'est ceux qui vont incarner cette politique, donc de nouveaux visages. Et là, il faut que les nouvelles générations s'impliquent. Énormément d'Algériens ont découvert la politique à partir du 22 février parce qu'ils avaient été marginalisés par l'ancien régime. Et maintenant qu'ils ont découvert, et pour certains d'entre eux pris goût
à la vie politique, il faut qu'ils s'impliquent. Ils vont dans les partis, ils créent des partis, ils font des associations. Est-ce que ça les intéresse? Et il faut qu'ils se préparent à des élections élections à venir dans un cadre qui soit transparent. Vous dites que le Hirak peut se transformer en un corps électoral. Il faut. On n'a pas le choix. Mais est-ce que les Algériens sont vraiment intéressés d'aller, j'allais dire physiquement, dans la politique? Peut-être oui, que... les Algériens, si, c'est un peuple intelligent, qui a envie de voir son pays décoller. Le problème est qu'il ne fait pas confiance au pouvoir. C'est au pouvoir de gagner cette confiance-là en faisant des gestes forts. Mais s'il y a une vraie constitution, il y a de vraies lois électorales, une liberté d'action, à ce moment-là, vous verrez, peut-être pas immédiatement, mais un nombre important d'Algériens qui vont commencer à s'impliquer. Ils ont envie de récupérer leur citoyenneté, ils ont envie de s'exprimer. Et beaucoup de jeunes maintenant ont compris que s'ils laissent le terrain aux autres, eh ben, c'est les anciennes figures qui vont revenir parce que la nature a horreur du vide. Et donc, il faut que ces universitaires, il faut que ces jeunes, hommes, femmes, etc., s'impliquent complètement dans la gestion du quotidien. Auront-ils suffisamment de temps, puisque si nous allons vers des élections législatives, comme on l'entend par-ci par-là, d'ici la fin de l'année, peut-être, si on y va, donc d'ici la fin de l'année, le temps est relativement court pour se constituer en parti politique, passer les démarches administratives et être mûr aussi pour une étape électorale. Donc nous allons nous retrouver avec la même configuration politique ça que dépend. nous connaissons. Si j'ai bien compris l'échéancier en général proposé par le président de la République, c'est qu'il y aura des législatives en fin d'année, avant la fin de l'année, puis ensuite, j'imagine, quelques mois après, des élections locales. Pour les législatives, il y aura bien sûr les partis politiques qui existaient, parce qu'il ne s'agit pas de liquider tout le monde, il ne s'agit pas de changer comme ça en un clin d'œil. Il faut remettre les choses au clair, mais je pense qu'il y a la possibilité d'aller vers des élections aussi pour des indépendants. Il faut que les partis politiques s'ouvrent largement sur la société civile, qu'ils donnent la chance aussi à ces jeunes. Et puis ensuite, vous avez des élections locales. Les élections locales, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'élus à travers le territoire national. Il y a 1541 communes, maintenant 58 wilayas. Vous avez les APC, les APW, une moyenne de 15 à 20 élus par donc vous pensez que circonscription. L'enjeu des locales sera peut-être plus intéressant. Les législatives, c'est extrêmement important, mais les locales, c'est tout aussi important parce que là, vous pouvez avoir d'un seul coup un renouvellement de la classe politique par milliers. Si vous avez sur toutes les communes des gens actifs, des jeunes instruits, capables de gérer des communes, de défendre leurs positions, de défendre des programmes locaux, de s'imposer parce que derrière eux, ils auraient les citoyens. Et même ces histoires de chefs de daïra et de wali qui nomment et dégomment les maires, ça doit s'arrêter. Il faut donner des prérogatives sérieuses aux élus locaux. C'est l'élu qui doit assumer et non pas le nommer administrativement. Et donc, à partir de là, il faut que les Algériens comprennent que la démocratie et l'état de droit se gagnent aussi. Et ça se gagne parce qu'on s'engage en politique, qu'on défend son programme, qu'on accepte le dialogue, qu'on accepte le débat et que ça se fasse dans la pluralité. Personne ne détient la vérité et donc il faut admettre et accepter cette pluralité. Alors, Sofiane Djilali, les futurs rendez-vous électoraux pourraient être un test aussi pour votre représentativité, celui de votre parti, Djil Jadid, qui ne s'est jamais réellement confronté au verdict du peuple. Quel est, selon vous, l'ancrage politique de votre parti aujourd'hui ? Vous avez avec raison, la configuration actuelle. Le parti avait boycotté autant 2014 pour le 4e mandat que les élections législatives et depuis locales 2012, de 2017, en fait, absolument. Vous n'avez participé à aucun rendez-vous électoral. Voyez d'ailleurs notre perception de l'évolution des choses. En 2012, on venait juste d'entamer un changement, puisqu'il y avait le printemps arabe, il y avait des promesses. Et donc, à chaque fois que le pouvoir fait un pas sérieux, on peut s'engager. Mais si on sent que c'était juste une comédie, on se rétracte. Et de la même façon, si le pouvoir aujourd'hui est dans une voie
de véritables réformes et d'ouverture, bien sûr qu'on assumera notre rôle. Un parti politique doit assumer complètement son programme, son projet de société, et assumer sa réalité au sein de la société. Je ne sais pas quel est le niveau d'ancrage de Jil Jadid, puisque c'est à travers les élections qu'on le saura, ouais. Mais on l'assume absolument la conscience tranquille, c'est-à-dire si on peut faire de bons scores, ça sera les bienvenus. Si on fait de moyens ou mauvais scores, on l'assumera. Est-ce que vous pensez que la jeunesse se reconnaît dans votre projet de société, comme vous l'appelez? Dire la jeunesse, c'est peut-être beaucoup trop. La jeunesse du Hirak, notamment. Mais il y a des jeunes. D'abord, Jil Jadid est formé essentiellement de jeunes. Hein. Tout l'encadrement de Jil Jadid est jeune. Ce sont des jeunes qui sont très engagés, mais qui sont très compétents, de haut niveau. Ce ne sont pas des colleurs d'affiches. Hein. Donc ils sont des dirigeants du parti. Et donc forcément, il y a beaucoup de jeunes qui suivent Jil Jadid. Maintenant, je ne dirai jamais la jeunesse, parce que cette jeunesse-là a le droit de choisir autre chose. On ne prétend pas représenter tout le monde. Hein. Mais on est aussi en voie de construire un parti politique. On fait beaucoup de formations à l'intérieur, on fait de la gestion humaine, on fait beaucoup de travail qui n'apparaît pas. Je sais qu'à l'extérieur, les gens voient l'aspect purement output, communication extérieure, mais il y a beaucoup d'efforts et on fait cela avec les tout petits moyens dont on dispose sur la base des cotisations des militants. Mais je vous assure qu'on fait un travail qui, demain, on le présentera à l'appréciation des Algériens. Alors, un mot, et on va terminer sur cela, puisque vous l'avez dit, le 15 mars prochain, il sera remis au président de la République une première mouture donc, du texte fondamental, ainsi qu'à 600 ou 700 partis hein, de la société politique, de la société civile, des organisations, etc., et des médias qui prendront connaissance donc, de cette première mouture. Un mot sur ce qu'elle va représenter, donc sur ce que peut représenter ce texte fondamental révisé, encore une fois, et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui en urgence et qui devra forcément y figurer? Alors très brièvement, on l'a abordé tout à l'heure, mais clairement, il faut qu'il y ait une constitution qui soit la base de la construction d'un état de droit et non pas une constitution programme. Il faut, de mon point de vue, exclure tout ce qui a rapport avec un programme économique, un programme social, etc. La Constitution actuelle est truffée de ce type d'articles, de dispositions. Je reprends très brièvement l'architecture générale. Une séparation sérieuse entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il faut qu'il y ait une indépendance de la justice. Il faut qu'il y ait des limites évidentes d'interrelation entre les institutions, y compris l'institution militaire et le gouvernement civil. Il faut qu'il y ait la place, bien sûr, aux libertés, la place à l'action politique, au multipartisme. On voit déjà cela dans le texte actuel, il faut le dire. Nous avons toujours dit que nous n'avions pas un problème de loi, mais un problème d'application. Le problème est que ce texte est truffé d'aspects contradictoires, ouais. Où il donne des libertés, mais rapidement après il la neutralise. Il donne des libertés, mais conditionnées par une loi organique, et la loi organique de nouveau va bloquer ces règles-là de fonctionnement. Je pense que l'Algérien a démontré qu'il était mature aujourd'hui. Depuis plus d'une année, il a manifesté toutes les semaines, à plusieurs fois par semaine, de manière pacifique, qui a ébahi le monde, qui a étonné les peuples d'ailleurs, y compris les Européens qui normalement sont habitués à la démocratie. Donc il faut faire confiance aux Algériens, il faut leur donner les moyens de s'exprimer politiquement, de s'organiser et de commencer vraiment à construire des institutions pérennes qui vont, eux, assurer l'avenir du pays. Sofiane Djilali, je rappelle que vous êtes président de Jil Jadid. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi, merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.